Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Je suis heureuse de vous retrouver et comme chaque semaine de vous inviter à vous émerveiller avec l'excellence des artisans, de la mode, de l'art, etc. etc. Sommaire. L'univers de Rose-Anne de Pamplonne nous étonne. La ruée vers l'art du mécène Bernard Magret. Le rêve canadien du chef Jérôme Ferrer. Pour commencer, quelques conseils déco. La passion d'Anne Pamplonne pour les artisans qu'elle a croisés a fait d'elle cette architecte d'intérieur qui en a séduit plus d'un au dernier salon AD Arcurial. C'est là que nous l'avons rencontrée. Ce salon est à la décoration intérieure ce que la haute couture est à la mode. Un condensé d'excellence. 13 architectes ont eu carte blanche pour créer une pièce. Rose-Anne de Pamplonne a imaginé 2 chambres éclipses très influencées par l'Asie. J'ai voulu en fait faire un voyage qui pour moi était toujours facile à partager avec tout le monde. 2 pièces dans lesquelles tout le monde peut facilement se projeter. Donc pour moi en fait quand j'ai parlé de voyage, pour moi le voyage était un voyage vers l'univers. Donc la Lune, en fait, quand il est sur un éclipse, qui est un sélénélien, c'est la seule fois, en fait, que la Lune et le Soleil sont la même taille et la même puissance. Et la Lune qui représentait toujours le côté féminin dans l'univers et le Soleil qui représentait le masculin. C'était une bonne manière de montrer la dualité et aussi la complémentarité de toutes les relations qui existent dans l'univers, particulièrement les hommes et les femmes. Et que la première pièce était plutôt géométrique, plus de bois, de marbre, de choses qui étaient un peu plus évocatifs de côté masculin. Pour obtenir cette complémentarité, un couple de décorateurs l'a aidé. On a essayé de faire découvrir ce voyage ensemble. Et puis, j'ai essayé de faire un translation, pas en français, mais la langue de design avec mon mari et elle, parce que je connais Rose-Anne beaucoup longtemps et je voudrais qu'elle ait eu quelque chose de très éthéré, très sensueux, très spécial. Et je crois qu'on a fait ça. La décoration n'est pas sa seule passion. Rose-Anne de Pamplonne dessine aussi des vêtements et des accessoires, un savoir-faire qu'elle a utilisé pour son projet. J'adore les broderies, donc que je brode normalement en Népal. Donc pour moi, c'était une manière de montrer que le rideau peut être brodé dans une manière un peu comme j'avais fait les vêtements. Après, en fait, le tissage qui est passé en fait pour le store était un tissage qui est fait aux Philippines par une tribu. Elle a même fait appel à un designer de lumière. C'est pour l'aider à mettre en valeur sa décoration, ses meubles, ses papiers peints, ses tissus. La meilleure façon pour elle de faire ressortir ses créations, c'est d'améliorer leurs éclairages. Cet expert n'est pas un illuminé. Un décorateur d'éclairage est aussi important pour une autre raison. Il suit les évolutions permanentes des technologies et sait ce qui est disponible. Rose-Anne de Pamplonne a travaillé avec l'atelier Offart, qui perpétue le savoir-faire des papiers peints à la planche. On lui a soumis aussi tout un travail qu'on avait proposé de gestes et de matières travaillées vraiment à la main. Des techniques traditionnelles, mais des créations modernes. Et puis on était en train justement de travailler en fait sur une collection, sur une approche de traits et de points, travailler uniquement à base de traits et de points, avec notamment un travail de gaufrage. Donc on lui a soumis aussi ce genre de travail traité uniquement dans le trait, donc avec plusieurs esprits de patine différents. Du papier peint sur mesure, cet atelier est unique en France.
pour ce travail-là, il a fallu on avait cette idée de travailler sur le geste du pinceau notamment et de la brosse, l'outil qu'on utilise beaucoup en atelier. Et donc il y a eu une étape intermédiaire entre cette première proposition de possibilité de travailler non pas uniquement en impression à la planche ou en gaufrage, mais aussi de travailler sur la gestuelle. Et donc elle a choisi de travailler avec nous sur cette gestuelle en nous laissant libre cours, en nous disant essayez des choses. Voilà. Ce papier peint métallisé crée une ambiance très pure. L'idée, c'est de faire toute une entrée avec un travail assez géométrique qui progressivement amène vers ce travail de gestuelle, de chevron sur le papier. Tout est donc réalisé à la main pour créer un décor unique, des pièces conçues comme des invitations à l'évasion. Tout de suite maintenant, direction Bordeaux. Nous avons rendez-vous avec Bernard Magret, le fondateur de l'Institut culturel qui porte son nom. Il choisit de soutenir la création et les artistes, chacun son dada. Bernard Magret possède près de 40 châteaux et vignobles. Des grands crus qui ont fait sa fortune, mais dans celui-ci, on boit les paroles des artistes. Situé à Bordeaux, cet édifice du XVIIIe siècle est dédié à l'art contemporain. Ça fait 1 an qu'on a ouvert au public. On a organisé 3 expositions, on a accueilli 6 artistes en résidence. La collection personnelle de Bernard Magret d'art contemporain y est désormais installée avec 40 nouvelles œuvres qui nous ont rejoints, si je puis dire, depuis 1 an. Ça fonctionne de manière organique, mais avec des missions très claires. L'initiative est de soutenir efficacement des artistes, plutôt des jeunes artistes quand il s'agit d'artistes en résidence, mais aussi les autres en les montrant ici à Bordeaux, sur le territoire de la région, montrer des grandes œuvres, montrer des œuvres classiques, montrer des œuvres d'art moderne, pour montrer cette filiation qu'il y a entre les artistes de toute époque, montrer ce chemin de connaissances parallèles que propose l'art sur des thématiques. On a commencé avec le temps, ensuite il y a eu une évasion vers la Chine avec Shanghai, et maintenant c'est sur la beauté, sur toutes les beautés, mais aussi la laideur, mais aussi la nature, mais aussi la vérité. Ça s'appelle La Belle et la Bête. Résine, crin de chevaux, mousse, des matériaux insolites qui composent le géant de l'artiste québécois David Altmedge. Chaque œuvre pousse le visiteur à s'interroger sur sa perception de la beauté. De proposer des émotions, proposer de la beauté, c'est possible, mais en la questionnant, en ayant une réflexion sur la beauté. À travers ses expositions, Bernard Magret veut partager plus que son amour pour l'art. Moi, je suis collectionneur depuis 30 ans. J'ai commencé une collection il y a une trentaine d'années ou plus même. Donc je crée ça parce que je veux donner aux autres, je veux aider l'autre, voilà. J'ai eu de la chance et mon devoir, je considère que mon devoir aujourd'hui, c'est de redonner cette chance à des gens à des jeunes ou des moins jeunes, qui ont du talent et de la pugnacité. Voilà. Ici, on facilite la rencontre entre les artistes et le public. Toutes les semaines, ici, il y a un des artistes de l'exposition qui vient rencontrer simplement le public. Il a la parole pendant 1 heure, 1 heure et demie pour présenter une œuvre, pour faire de la médiation, mais surtout offrir une nouvelle plateforme. Je crois que c'est important dans l'art contemporain pour faire comprendre l'art contemporain. L'Institut loge et attribue des bourses à de jeunes artistes. Autour de ça, on bâtit un projet d'accueil d'artistes, un projet de commande d'œuvres spécifiques à des artistes, notamment ceux en résidence, comme Jamais renoncer, qui fait partie de ces leitmotivs qui sont exposés à l'entrée du pavillon du château, un néon comme ça, qui est un peu son statement, comme on dit dans l'art contemporain, sa déclaration d'intention, comme on dit chez les jésuites, c'est-à-dire vers où on va ensemble. Bernard Magret a fait de l'art sa religion. La chance dans l'histoire, c'est d'avoir conservé une espèce d'émerveillement. Et tout ce que je trouve beau, ben ça me bouge, vous voyez. Chaque œuvre, un coup de cœur.
Ils ont des points d'appui de réflexion, les artistes, qui sont totalement différents. Alors, pour moi, c'est enrichissant parce que je me dis, dans chaque décision que je prends, j'ai intégré maintenant la possibilité de me dire, attends, il n'y a pas simplement que cette voie-là, il y en a sûrement d'autres. C'est devenu pour lui un art de vivre. Au cœur de ce projet, il y a la rencontre de l'autre, la rencontre aussi évidemment avec soi-même, parce que l'art contemporain est une invitation à l'intériorité, au-delà du spectaculaire, au-delà du monumental, comme c'est elle de Camille Enrault, de Falcone, qui est devant ce château. C'est une invitation à de l'intériorité. Le musée d'art moderne de Paris a prêté ce tableau de Bernard Buffet. J'ai eu la chance en 1993 de connaître Bernard Buffet, et cet homme-là m'a fourni des pistes de réflexion, la manière d'appréhender les choses, dire attends mais c'est vrai, c'est possible. L'artiste enrichit même l'homme d'affaires accompli. Et à force de rencontrer ces gens-là, eh ben, vous allez vers des choses qui seront pas toujours gagnantes, c'est pas vrai. Au moins, vous continuez à vous émerveiller, puisqu'en fait, vous découvrez des choses très tardivement qui existent et qui auraient pu vous enrichir plus tôt d'ailleurs. De Claude Lévesque, auteur de ce néon, à Xavier Veillant, Bernard Magret s'est constitué une collection éclectique et comme un bon vin, les œuvres se bonifient en vieillissant. C'est enivrant, mais c'est comme la poésie, ou comme le cinéma, comme la nature. Un beau paysage peut être vraiment enivrant, ça peut vous couper le souffle. Ce qui nous porte ici, c'est l'allégresse. C'est l'allégresse d'être ensemble. Le plaisir guide les choix de vie de Bernard Magret. Tout commence par un rêve. Tout commence par se dire, bah, tiens, pourquoi pas, je ne serais pas ça. Alors après, on dit, bon, si on est frileux, on dit, bon, oui, mais bon, on va laisser les autres le faire. Et puis si on a une approche conquérante, permanente de la vie, eh bien on dit, bon, mais allez, c'est moi qui vais y aller, là. Une énergie qui a donné au tycoon le goût de réussir. Je vous emmène au Canada, c'est l'un des chefs les plus respectés de ce pays qui nous reçoit, Jérôme Ferrer. Quand il parle de sa cuisine, on a l'eau à la bouche. Il y a 10 ans, Jérôme Ferrer a décidé de vivre le rêve canadien. Avec 2 amis d'enfance, ce cuisinier de l'Aude s'est installé à Montréal. Son restaurant, Le Repas, est parmi les 10 meilleures tables du monde. Oui, rien que ça. Mon nom est Jérôme Ferrer, je suis chef propriétaire du restaurant Européa. On est situé ici dans un établissement un petit peu le fleuron de la gastronomie montréalaise. Je suis moi-même maître cuisinier de France et également membre de l'Académie culinaire de France et fier et heureux d'être aujourd'hui montréalais, québécois et canadien. Fier d'être avant tout ambassadeur d'une gastronomie québécoise et canadienne parce que moi-même mes racines sont françaises. Alors c'est tout un honneur d'avoir apporté ma contribution à mettre en avant les plus beaux produits d'un terroir local. Le Québec, c'est multiculturel. Donc c'est une ouverture à travers le monde. Et le Québécois, quand il nous accueille, c'est avec le cœur. C'est pas juste avec la pensée. J'ai la chance d'inviter mensuellement des plus grands chefs à travers le monde. Marc Menot qui est venu dernièrement, Yves Turiès qui est venu il y a quelques semaines, Hiroshi Yamaguchi qui est une sommité au Japon qui a une 20aine d'établissements. Tous ces gens-là qui sont 2-3 étoiles Michelin arrivent et moi je suis fier d'être un petit peu le porte-parole de ces producteurs, de ces artisans et de leur montrer ce savoir-faire avec le temps parce que quelque part c'est le sol, on l'a, le climat, en fonction de la culture on peut ou ne pas l'avoir, mais après le savoir-faire s'expatrie. Sans aller trop loin, on peut retrouver les meilleurs produits des 4 coins du monde. Ça, c'est une opportunité. Donc aujourd'hui, on se met dans la peau d'un Québécois pour savoir un petit peu quelle est l'identité d'une cuisine aujourd'hui nouvelle au Québec, parce qu'on fait partie et on est fiers d'être dans les pionniers d'un renouveau, d'un éveil de la gastronomie locale. Pourquoi Européa? Parce que nous, on est 3 amis d'enfance. On est 3 de nationalité française, mais 3 ayant des racines étrangères et de cultures différentes. Moi, je suis français, mais d'origine avec des racines espagnoles. Patrice de Félix, qui est mon associé en cuisine, est français, mais avec ses racines italiennes. Il est né en Italie avec son père italien et sa mère française. Et Ludovic, qui est français, mais avec ses racines catalanes venant, lui, de Perpignan.
L'aventure a commencé le 15 octobre 2001, où je suis arrivé ayant vendu mon fonds de commerce en France. On est arrivé sans vraiment avoir aucun pied-à-terre. Au début, Européa a été dédié à une cuisine locale, voire quasiment de type familial. C'était des tout petits menus à petit prix où on proposait vraiment 2-3 entrées, 2-3 plats et 2 desserts au choix. Mais une rencontre va tout changer. Et on a eu une chance, une petite étoile qui est tombée du ciel, un ami avec qui on a sympathisé, qui était animateur d'une émission de télé, qui nous a fait faire juste un petit passage de quelques secondes pour présenter notre restaurant. Et les premiers clients sont arrivés. Jérôme et moi, on s'est rencontrés il y a très longtemps, alors que je faisais une autre émission de télévision et quelqu'un m'a dit « va au restaurant Européa ». Et on m'avait dit « la cuisine, il est fabuleux ». Je me suis retrouvé là, j'ai eu un tel coup de cœur, j'ai dit je fais un reportage pour qu'on puisse connaître à travers ce qui n'est pas luxueux en apparence, mais ce qui est totalement l'art de recevoir. À la grande cuisine, ce chef préfère la bonne cuisine. Alors, moi, ma cuisine, je peux la qualifier de techno-émotionnelle. J'offre chez moi pas une entrée, un plat, un dessert, c'est minimum une succession de 15 plats. Si c'est un touriste, je veux lui offrir ce que le Québec a le plus beau à offrir. Si c'est une Montréalaise ou un Montréalais, un local, je veux l'amener à travers ma réflexion, mon imagination, mon amour. Parce que cuisiner pour les autres, c'est pas rien. Que ce soit à la maison, pour un amateur ou pour un professionnel, c'est un acte d'amour, de générosité. Cette générosité, je veux la faire partager à travers mon imagination de la cuisine. Et j'ai traduit mon menu d'est en ouest. Et je me suis dit, moi, en tant qu'immigré, quand je suis arrivé ici au Québec, même si j'étais cuisinier, quel a été le regard ? Alors, j'ai voulu refléter ça à travers des clins d'œil à différentes communautés ethniques, sans travailler forcément autour des épices, mais à travers des regards, d'amener le consommateur à une réflexion. C'est sûr que mes racines sont françaises. Jamais je vais les renier et au contraire, j'en suis fier. Alors j'ai fait un petit peu des mix de deux, à travers ma personnalité, mes origines, mon savoir-faire, ce qu'on m'a appris également, que je traduis aujourd'hui et je me suis peaufiné. Donc mettons un exemple, je travaille un foie gras poêlé de manière assez ludique, si je puis dire. C'est-à-dire que je prends un foie gras que je vais simplement poêler des deux côtés et je vais le faire cuire à l'étouffer dans une cocotte fermée avec des copeaux de bois d'érable, parce que c'est la terre des sucres ici, le Québec, avec un petit peu d'eau d'érable et je vais le laisser gonfler. Ensuite, je vais prendre un galet de rivière qu'on aura coupé en deux et je vais venir dans une assiette le saisir sur un galet de rivière de l'Abitibi, où on va l'arroser d'un vin fabuleux qui est un cidre de glace du Québec pour le caraméliser sur pierre. Alors ce mélange de foie gras à la fois aigre-doux, d'érable, définit un petit peu mon sens de la cuisine qui est à la fois ludique et goûteuse. La cuisine d'aujourd'hui, c'est une cuisine de reconnaissance, de valorisation, de technique, de transparence et certainement aussi de cuisine santé. Ça veut dire on peut mixer le gras et on peut mettre du sucre, tout dépendant comment on va le balancer à travers le menu. Aujourd'hui, le consommateur ne veut plus manger tout et n'importe quoi, il veut comprendre ce qu'il mange. Le goût passe donc par une quête de sens. Pour moi, le luxe, c'est quelque chose à la fois qu'on considère qui est inaccessible, mais qui est à la portée de tout le monde. Le luxe n'est pas simplement sur l'aspect financier. Le luxe, ça peut être simplement de prendre le temps. Aujourd'hui, Jérôme Ferrer est propriétaire avec ses 2 amis d'enfance d'une dizaine d'établissements à Montréal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la Béatrice Magna qui m'a attrapée. Merci de nous avoir suivis. Merci au Plaza Athénée de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. Et si les bijoux Damiani étaient nos meilleurs amis? Le joaillier italien nous emmène au paradis. Comme Ève, on se laisse tenter par ce serpent en diamant, une pièce exceptionnelle qui a nécessité plus de 800 heures de travail. Fondée en 1924, la maison fabrique tous ses bijoux en Italie et emploie plus d'100 de personnes.